Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Paul Autisme, on s'attaque à un sujet qui résonne particulièrement au sein des familles. Oui, un sujet très très attendu. Absolument. La relation complexe et honnêtement souvent épuisante entre le TDAH et le sommeil. C'est le grand défi de beaucoup de parents, ça c'est clair. En fait, on peut facilement s'imaginer perdre l'équivalent de 30 heures de sommeil, soit plus d'une journée complète chaque mois. C'est énorme quand on y pense. C'est colossal. Et pour la majorité des familles concernées par le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce n'est pas une simple hypothèse statistique, c'est vraiment une réalité biologique quotidienne. Une réalité qui pèse lourd, oui. Exactement. Du coup, l'objectif de cette exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de décortiquer les mécanismes invisibles qui s'activent sous le crâne une fois les lumières éteintes. Et surtout de traduire ces découvertes scientifiques en outils concrets pour aider le quotidien, quoi. Voilà. Et pour ça, notre analyse d'aujourd'hui repose sur une belle pile de données récentes, des données vraiment majeures. On a de très belles études à disposition, effectivement. Oui, il y a d'abord l'étude de Lunsford Avery et de ses collègues. Elle a été publiée en 2025 dans le Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Une étude de référence, oui, qui explore vraiment la physiologie intime du sommeil chez les adolescents. On va aussi beaucoup s'appuyer sur la revue systématique de Larson et de son équipe. Ça, c'est paru en 2023 dans Sleep Medicine. C'est ça. Et enfin, on a la mise à jour clinique de l'équipe de Cortez, publiée en 2024 dans Expert Review of Neurotherapeutics. Ce qui est intéressant avec l'articulation de ces trois sources, c'est que ça permet vraiment de dépasser le simple constat de la fatigue. De la fameuse fatigue du matin. Exactement. On passe d'une observation purement comportementale, par exemple le fameux refus d'aller se coucher de l'enfant, à une véritable cartographie neurobiologique de la nuit. Donc on regarde le moteur de l'intérieur en quelque sorte. C'est ça. Le sommeil, ce n'est pas juste un bouton pause, c'est un processus super actif. C'est un moment de nettoyage cellulaire, de consolidation neuronale, qui est indispensable au développement du cerveau de l'enfant. Et du jeune adulte aussi. D'ailleurs, pour bien visualiser ce processus, on pourrait comparer le sommeil à une espèce de mise à jour logicielle nocturne, Ah, j'aime bien cette image. avec un vidage de la mémoire cache en plus. Normalement, on branche le système, on ferme les yeux, le nettoyage des fichiers temporaires s'opère, et hop, le système redémarre à neuf le lendemain. C'est ce qui devrait se passer en théorie, oui. Mais avec le TDAH, on a l'impression que le Wi-Fi se coupe sans arrêt. Ouais, c'est très juste. La barre de téléchargement reste bloquée, le cache des émotions de la journée n'est jamais vidé, et le matin, le système doit redémarrer en étant déjà complètement surchargé. Et cette fragmentation, cette espèce de Wi-Fi qui coupe, c'est d'ailleurs confirmé par les chiffres. À quel point justement? Eh bien, la prévalence des troubles du sommeil chez des enfants présentant un TDAH, ça grimpe jusqu'à 70%. 70, ah oui, c'est immense. C'est énorme. Contre environ 20 à 30% dans la population neurotypique. D'accord. Et sur le plan de la durée, ça donne quoi? Sur la durée stricte, ces enfants dorment en moyenne 30 à 60 minutes de moins par nuit. 30 minutes. On pourrait se dire que c'est dérisoire sur une seule soirée, non? Oui, sur une nuit, ça passe. Mais cette dette de sommeil, elle s'accumule de façon vraiment insidieuse. C'est l'effet boule de neige, quoi. Exactement. Et ça vient entraver directement la maturation des réseaux cérébraux qui sont responsables de l'attention et de la régulation émotionnelle. Mais j'ai une question par rapport à ça. Comment est-ce que les chercheurs mesurent cette fragmentation avec certitude? C'est une excellente question. Parce que pendant longtemps, on s'est posé la question de la fiabilité des mesures. Bah oui, parce qu'il est légitime de se demander si les données ne sont pas un peu biaisées par l'épuisement des parents, non? Ceux qui remplissent les questionnaires et qui perçoivent peut-être les nuits comme plus chaotiques qu'elles ne le sont réellement. C'est un biais classique en recherche. Mais aujourd'hui, les protocoles font une distinction très nette entre les données subjectives, donc issues des journaux de bord ou des questionnaires parentaux, et les données objectives, Et comment on obtient ces données objectives? en utilisant l'actigraphie. L'actigraphie. Oui. En fait, il s'agit de capteurs portés au poignet, semblables à de petites montres. Ah d'accord, un peu comme les montres connectées qu'on a aujourd'hui. Un peu ça, oui, mais à visée médicale. Ça enregistre en continu les micro-mouvements et ce pendant des semaines. Et qu'est-ce que ces montres révèlent, du coup? Eh bien, ces capteurs montrent que l'agitation motrice nocturne et les micro-réveils ne sont pas de simples impressions parentales. Donc les parents n'exagèrent pas. Pas du tout.
Le corps de l'enfant ou de l'adolescent reste vraiment dans un état d'hypervigilance musculaire beaucoup plus fréquent. Ah, le terme est fort, hypervigilance musculaire. En parlant de ça, il y a une idée reçue extrêmement tenace qu'il faut absolument qu'on aborde tout de suite. Je crois deviner de quoi il s'agit. Oui, je pense. Lorsqu'on évoque ces nuits hachées, cette incapacité à trouver le sommeil, le premier réflexe, c'est souvent de blâmer les traitements pharmacologiques. Ah oui, le fameux mythe de la pilule qui empêche de dormir. Voilà. On entend partout que les médicaments stimulants contre le TDAH maintiennent le cerveau artificiellement éveillé. Du coup, est-ce qu'on ne serait pas en train d'attribuer au trouble ce qui est en réalité un effet secondaire direct de la médication? C'est un raccourci très très fréquent. Mais l'étude de Lansford Avery de 2025 s'y attaque frontalement. Elle déconstruit totalement ce mythe. Ah bon? Comment ils ont fait? L'équipe de recherche a pris le soin de recruter une cohorte d'adolescents, attention, sans aucune médication. Sans aucune, vraiment zéro traitement. Zéro. Tous les traitements, y compris les compléments en vente libre comme la mélatonine, avaient été suspendus de longue date. D'accord, donc on a un cerveau naturel, si je puis dire. C'est ça. Et pourtant, chez ces jeunes, libres de toute substance, les altérations de l'architecture du sommeil étaient massives et mesurables. Donc ça vient vraiment du cerveau lui-même. Absolument. Les troubles du sommeil font partie intégrante de la neurobiologie du TDAH. La difficulté à dormir n'est pas induite par le traitement, elle est une facette intrinsèque du trouble. C'est fascinant. Et savoir que ce n'est pas forcément la chimie du médicament qui empêche de dormir, ça doit retirer un poids immense de culpabilité des épaules de nombreuses familles. Oh que oui. Beaucoup de parents s'en veulent en pensant que c'est le traitement qui ruine les nuits de leur enfant. Mais du coup, si on retire les médicaments de l'équation, qu'est-ce que le cerveau fait différemment au moment où la tête touche l'oreiller? Parce que les capteurs au poignet, ils mesurent les mouvements, mais ils ne lisent pas dans les pensées. Exactement. Et pour lire dans le cerveau endormi, l'étude de 2025 a utilisé la polysomnographie. Alors, la polysomnographie, concrètement, c'est quoi? C'est un équipement qui enregistre directement l'activité électrique du cerveau grâce à des électrodes placées sur le cuir chevelu. Un peu lourd comme dispositif, non? Oui, mais pour que les résultats soient valides et écologiques, les enregistrements ont été réalisés au domicile des adolescents. Ah, dans leur propre lit. Oui, c'est très important, car dormir en laboratoire, ça modifie artificiellement le sommeil. C'est clair. Et qu'est-ce que ces électrodes ont révélé? L'analyse de ces ondes a révélé une disparité frappante dans la répartition des cycles. Les adolescents avec un TDAH passent significativement moins de temps dans le stade N3. Le stade N3? Oui, et le temps perdu dans ce stade est transféré vers le stade N2. D'accord. Essayons de décortiquer ces termes cliniques pour ceux qui nous écoutent. Le stade N3, c'est le sommeil lent et profond. C'est bien ça, hein? C'est ça. C'est celui où le corps est totalement inerte, où la récupération physique et neuronale s'opère vraiment. Et le stade N2, en revanche, ça reste un sommeil relativement léger, une zone de transition. Voilà. Mais l'étude ne s'arrête pas au chronométrage de ces stades. Elle parle d'une anomalie dans ce qu'on appelle la puissance delta. La puissance delta, qu'est-ce que ce mécanisme représente concrètement dans le fonctionnement de nos neurones? Pour faire simple, la puissance delta, c'est la manifestation électrique de la pression de sommeil. La pression de sommeil, c'est-à-dire l'envie de dormir? Oui, mais biologiquement parlant. Pendant la journée, notre cerveau consomme de l'énergie et, fatalement, accumule des déchets métaboliques. Des déchets métaboliques, d'accord. Cette accumulation crée une pression. Chez un individu sans trouble, le début de la nuit est marqué par des ondes delta extrêmement amples et puissantes. Pour nettoyer tout ça. Exactement. Ces ondes vont progressivement s'atténuer au fil des heures à mesure que le cerveau se nettoie et récupère. Et chez les jeunes avec TDAH? Or, l'enregistrement polysomnographique montre que chez eux, ces ondes delta sont initialement moins intenses. Elle démarre moins fort. Oui, et surtout, elles déclinent de façon beaucoup trop lente et irrégulière tout au long de la nuit. Ça mérite une traduction visuelle, ça. On pourrait comparer cette onde delta à, je sais pas, un nettoyeur haute pression chargé de décaper le cerveau de ses toxines. C'est une excellente métaphore. Donc, chez un profil neurotypique, le jet d'eau est extrêmement puissant dès les premières heures. Il balaye toute la fatigue cognitive de la journée d'un coup. C'est le grand lavage de printemps, oui. Mais chez le jeune avec TDAH, la pression de l'eau est non seulement trop faible au démarrage, mais en plus la machine tourne au ralenti jusqu'au petit matin. C'est exactement ce que montrent les courbes électroencéphalographiques. Donc le nettoyage prend plus de temps, s'effectue mal, et au réveil, les débris de la veille encombrent encore le système. Et cet encombrement cognitif au réveil n'est d'ailleurs pas qu'une sensation subjective. Ah, ça a été prouvé. Oui, l'étude de Lunsford et Avery a corrélé directement cette faiblesse des ondes delta avec les performances diurnes.
Le lendemain matin, donc. Exactement. Les adolescents ont été soumis à des tests neurocognitifs complexes le lendemain. Et les résultats? Ceux dont le déclin des ondes delta était le plus lent et le plus altéré présentaient les scores les plus bas, Sur quel type de compétences? en mémoire de travail, en attention soutenue et en flexibilité exécutive. En gros, le manque de nettoyage nocturne sabote les fonctions mêmes qui sont déjà fragilisées par le TDAH. C'est fou. La boucle biologique est donc très claire. Un mauvais lavage haute pression la nuit détruit la concentration le lendemain. Voilà, c'est un cercle vicieux. Mais ça nous amène à la question de l'endormissement lui-même. Pourquoi est-ce une telle épreuve de simplement s'allonger et de lancer ce cycle de nettoyage? C'est la grande question des parents tous les soirs. Bah oui, on a tous en tête le cliché de l'adolescent qui refuse d'éteindre sa lampe, qui traîne sur son téléphone, mais les sources pointent vers des mécanismes bien plus profonds qu'un simple manque de discipline, non? Totalement. Les textes soulignent la convergence de deux obstacles majeurs. Le premier est d'ordre chronobiologique. L'horloge interne. C'est ça. Le TDAH est très fortement associé à un chronotype du soir. L'horloge interne, qui est située dans l'hypothalamus, présente un véritable décalage de phase. Ça veut dire qu'elle retarde. Oui, la sécrétion naturelle de mélatonine, c'est l'hormone qui signale au corps qu'il est temps de ralentir, se déclenche beaucoup plus tard que chez la moyenne des individus. D'accord, donc le corps de l'adolescent réclame d'être actif tard le soir et logiquement de se reposer tard le matin. Exactement, c'est sa biologie qu'il demande. L'étau se resserre. Parce que l'horloge interne diminue, mais la biologie se heurte au mur social de l'école. L'école qui exige un réveil brutal à 6h30 ou 7h. Voilà, l'enfant perd d'office ses heures de sommeil par le debout. C'est terrible. Mais vous avez mentionné un deuxième obstacle? Si la biologie retarde l'heure, qu'est-ce qui maintient le cerveau en ébullition une fois dans le noir? C'est là qu'intervient le concept fascinant d'évitement expérientiel. C'est très documenté dans la littérature psychologique du TDAH. L'évitement expérientiel. Oui. En fait, le moment du coucher est le seul instant de la journée où toutes les stimulations extérieures disparaissent. La chambre est silencieuse, les écrans sont censés être éteints, Et pour un cerveau neurotypique, ce vide est censé être apaisant. censés l'être, oui. Mais pour un cerveau TDAH, ce vide laisse brusquement la place aux pensées intrusives. Ah, Les ruminations sur les erreurs de la journée, les interactions sociales ratées, l'anxiété scolaire, tout remonte à la surface. le silence devient complètement assourdissant, quoi. C'est exactement ça. Et plutôt que de faire face à cet afflux d'émotions négatives que le lobe frontal a déjà du mal à trier de toute façon, le cerveau cherche une porte de sortie. Il cherche de la dopamine pour étouffer l'anxiété. Voilà. L'enfant ou le jeune adulte va donc s'activer, bouger, parler ou scroller sur son téléphone. Non pas par provocation ou par défi. Non, comme un mécanisme de fuite face à ses propres pensées. C'est hyper déculpabilisant d'entendre ça. Et le problème, c'est que cette fuite engendre une hyperactivation physiologique. Le rythme cardiaque s'accélère, le cortisol augmente. Et l'endormissement devient physiologiquement impossible. Impossible. C'est la consécration du concept de TDAH sur 24 heures. Oui, on comprend bien que ce n'est plus un simple trouble de la concentration en salle de classe de 8 heures à 16 heures. Qui nourrissent l'anxiété du soir. Cette anxiété déclenche l'évitement expérientiel qui ruine le sommeil. Et le sommeil, abîmé, détruit à son tour les capacités de régulation pour le lendemain matin. La boucle est bouclée. Avant d'aborder les leviers d'action qui permettent justement de briser ce cercle vicieux destructeur, il est essentiel de rappeler une chose. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle Autisme. Tout à fait. Une fondation dont l'une des vocations est justement de transformer ces connaissances scientifiques un peu ardues en éclairage utile pour les parcours de vie des familles. Et c'est là qu'on peut parler des solutions concrètes. Biologie, les ondes lentes et la psychologie de l'évitement, comment peut-on intervenir de manière efficace? La revue de Larson de 2023 et la mise à jour clinique de Cortez établissent une ligne directrice claire, non? Oui, et cette ligne directrice commence systématiquement par les interventions comportementales. Donc on ne commence pas par les médicaments. Non. Les recommandations de première intention se concentrent sur ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. D'accord. Mais attention, une hygiène adaptée à la neurobiologie spécifique du trouble. Il s'agit de restructurer l'environnement pour combattre à la fois le décalage chronobiologique et l'évitement expérientiel. Et comment on fait ça en pratique? Les études démontrent l'efficacité de routines extrêmement strictes. Par exemple, des heures de lever et de coucher fixes, même le dimanche. Même le dimanche? Ça doit être difficile. Très.
Ensuite, l'éviction totale de la lumière bleue des écrans, au moins 1 heure avant le coucher. Parce que cette lumière bloque la mélatonine. Exactement, elle bloque le peu de mélatonine naturelle que le cerveau tente péniblement de sécréter. Quoi d'autre? Il est impératif d'éliminer les stimulants cachés. La caféine, par exemple, qui est présente dans de nombreux thés glacés ou sodas consommés au goûter. Ah oui, on n'y pense pas toujours à cela. Et enfin, le lit doit redevenir un sanctuaire mental exclusif au sommeil. Pas un bureau pour les devoirs, pas un canapé pour les jeux vidéo. Bon, il faut faire preuve d'honnêteté et se placer 2 secondes du côté des familles qui nous écoutent. Je vous en prie. Dire à des parents épuisés qui gèrent la tempête émotionnelle d'un enfant avec TDAH depuis 7 heures du matin, leur dire « soyez inflexibles sur l'heure du coucher et confisquez les écrans », c'est presque comique par son décalage avec la réalité du terrain, non? C'est vrai que vu comme ça. Le soir, dans de nombreux foyers, le moment du coucher est une véritable zone de conflit. Comment les cliniciens justifient-ils de demander un tel effort, un effort vraiment titanesque, à des structures familiales qui sont déjà sous tension? C'est une excellente remarque. La communauté scientifique et les cliniciens reconnaissent pleinement le fardeau immense que cela représente. On ne nie pas la difficulté donc. Surtout pas. L'instauration de ces limites provoque inévitablement une augmentation des conflits à court terme. Les parents doivent s'y préparer. Ça va être la guerre les premières semaines. Oui. Cependant, les données à moyen et long terme sont sans appel. Lorsque ces interventions comportementales, qui sont souvent inspirées des thérapies cognitivo-comportementales pour l'insomnie, parviennent à être maintenues, elles recréent des signaux de sécurité pour le cerveau. Des signaux de sécurité, c'est-à-dire? L'enfant réapprend à associer le lit au repos, ce qui diminue progressivement la charge d'anxiété liée à l'évitement expérientiel dont on parlait tout à l'heure. Donc l'angoisse du silence diminue. Voilà. Et les bénéfices dépassent largement la simple durée de sommeil. On observe une réduction mesurable de l'irritabilité diurne et des conflits familiaux globaux. Donc si je comprends bien, l'investissement initial, aussi dur soit-il, en vaut la peine. Totalement. Même s'il nécessite souvent un soutien professionnel pour tenir le cap. Mais et si la biologie pure fait de la résistance? Malgré une discipline de fer à la maison, il est mentionné dans les textes une approche fascinante appelée la chronothérapie. Ah oui, la chronothérapie. Ça utilise un outil étonnamment simple. La lumière. La lumière. Comment ça fonctionne? Puisque nous avons affaire à une horloge interne retardée, l'objectif est de la réinitialiser de force. Un peu comme on remet une montre à l'heure. Exactement. La chronothérapie préconise une exposition à une lumière très vive, naturelle ou artificielle, via des lampes spécifiques, dès les premières minutes du réveil. Et ça associé à l'heure de lever non négociable dont vous parliez. C'est ça. Cette lumière forte frappe la rétine et envoie un signal direct au noyau suprachiasmatique du cerveau. Ça stoppe net la production résiduelle d'hormones du sommeil. Donc on réveille le cerveau chimiquement. En ancrant un signal de réveil fort le matin, le corps ajuste de lui-même, au bout de quelques semaines, le signal de fatigue plus tôt le soir. Une vraie mécanique de précision basée sur la lumière. C'est brillant, sans mauvais jeu de mots. C'est très efficace. Mais la question pharmacologique finit toujours par refaire surface, non? Notamment autour d'une substance qui est devenue omniprésente sur les tables de chevet. La fameuse mélatonine. Voilà, la mélatonine. Les données de Cortez et Larson apportent une nuance cruciale sur ce complément, qui est souvent perçu comme une potion magique totalement inoffensive. Qu'en est-il vraiment? La littérature scientifique est très précise sur le rôle de la mélatonine synthétique. Elle possède une efficacité redoutable et prouvée pour réduire le délai d'endormissement. Donc, pour s'endormir vite, ça marche. Oui, elle signale chimiquement au corps que la nuit commence. Ça aide l'enfant à fermer les yeux plus vite. Mais, il y a un mais. Il y a un grand mais. Les études montrent clairement que la mélatonine ne répare pas l'architecture profonde du sommeil. Ah! Elle ne restaure pas la puissance de notre fameux nettoyeur haute pression des ondes delta. Donc, le cerveau s'endort, mais ne se nettoie pas mieux. Exactement. Et du coup, elle n'a que très peu d'impact sur les symptômes fondamentaux du TDAH le lendemain, comme les déficits d'attention ou la gestion de l'impulsivité. C'est un distinguo vraiment fondamental. En fait, la mélatonine agit comme un pistolet de départ pour déclencher la course de la nuit, mais elle ne garantit en rien la qualité de la course jusqu'au matin. C'est une métaphore parfaite. Contrairement aux approches comportementales qui, bien que plus laborieuses à mettre en place, finissent par consolider la qualité globale du sommeil. Et donc par apaiser les journées. La clé réside vraiment dans cette nuance. Il n'existe pas d'algorithme thérapeutique universel. Chaque enfant est différent. Oui, un enfant peut avoir besoin d'un apport temporaire de mélatonine pour briser le cercle de l'insomnie sévère.
Pendant ce temps, la famille met en place avec un accompagnement clinique les routines comportementales ou la chronothérapie. Donc chaque décision doit vraiment faire l'objet d'une évaluation personnalisée avec l'équipe soignante. Toujours. Parce que le profil de sommeil varie d'un individu à l'autre. Si l'on devait cristalliser la vision qu'apportent ces travaux de recherche, je dirais que c'est l'idée que le sommeil n'est pas une simple variable d'ajustement du TDAH. C'est bien plus que ça, oui. C'est le socle sur lequel repose l'ensemble des symptômes diurnes. Intervenir sur les nuits fragiles d'un adolescent, ce n'est pas juste lui offrir du confort. Non. C'est s'attaquer directement à l'un des moteurs neurobiologiques de l'impulsivité et du déficit attentionnel. C'est fascinant de le voir sous cet angle. Intégrer la gestion du sommeil dans la prise en charge globale, c'est vraiment offrir au cerveau en développement l'opportunité de traiter les informations et de maturer dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait. Et cette compréhension profonde du rythme naturel du TDAH soulève une question presque philosophique à laquelle il est difficile d'échapper quand on lit ces études. Laquelle? Sachant que le cerveau de l'adolescent avec TDAH est biologiquement programmé pour un rythme décalé, avec une horloge interne tardive et un besoin impératif de sommeil lent profond le matin. Oui. Ne faisons-nous pas fausse route en cherchant uniquement à médicaliser et normaliser l'individu? C'est une question très pertinente. Plutôt que d'épuiser les familles avec des thérapies pour forcer un enfant à s'endormir à 21 heures, la société ne devrait-elle pas s'interroger sur la rigidité de ses propres structures? Comme les horaires d'école. Voilà, comme l'idée de repousser l'heure d'ouverture des collèges et des lycées pour respecter, cette chronobiologie divergente. Ça, c'est une réflexion qui ouvre de vastes débats sur l'inclusion dans notre société. Des débats qu'il va falloir mener, je l'espère. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le docteur Stéphane Hélier pour la Fondation Pôle Autisme. Prenez soin de vous. À bientôt.